On dit qu'on ne connaît jamais vraiment la valeur de ce qu'on possède tant que cela ne s'est pas transformé en poussière entre nos mains. Marcus Sterling pensait que le monde lui appartenait. Il possédait un empire technologique valant des milliards de dollars, une réputation redoutable et une femme belle et discrète qui l'attendait à la maison. Il avait aussi ses secrets, ses nuits tardives, son arrogance et sa maîtresse qui lui murmuraient que sa femme n'était qu'un fardeau. Mais un mardi qui avait commencé comme tous les autres, Marcus est rentré chez lui dans un silence si assourdissant qu'il lui a brisé les os. Pas de mots, pas de vêtements, pas de femme et son héritier à naître. Disparu. Il pensait être le joueur qui déplaçait les pièces d'échecs, mais il était sur le point de réaliser que la reine avait déjà quitté l'échiquier et que l'échec et mat ne faisaient que commencer. La pluie martelait le sol en verre du penthouse de Sterling Heights, brouillant les lumières du centre-ville de Saddle comme une tache dorée et grise. À l'intérieur, l'air était parfaitement climatisé, parfumé de bois de santal et d'ambition froide. Marcus Sterling consulta sa montre Pate Phillip. 20h15. Il fronça les sourcils, tapotant le sol en marbre avec sa chaussure en cuir italien sur mesure. Le gala pour la fusion Sterling Cross commençait dans 45 minutes. Et Lelanena n'était jamais en retard. Elle était l'incarnation même de la prévisibilité calme et obéissante. Elena, qui portait les robes pastel qu'il choisissait pour elle, souriait quand il lui disait de sourire et portait son enfant avec une grâce qu'il considérait souvent comme acquise. « Elena » appela-t-il, sa voix résonnant dans le vaste salon. « Le chauffeur attend depuis 10 minutes. Ce n'est pas le moment de jouer. » Silence. Marcus ajusta sa cravate dans le miroir du hall d'entrée. Il était impeccable. À 38 ans, il était le plus jeune PDG du secteur, un requin en costume qui avait dévoré des concurrents 2 fois plus grands que lui. Il n'avait aucune patience pour les retorts domestiques. Il sortit son téléphone et envoya un SMS rapide à Chloé. Elle traîne, probablement en pleurant à nouveau à cause de ses chevilles enflées. « J'arrive bientôt. Garde le champagne au frais. » Il sourit à la réponse immédiate de Chloé. « Laisse-la là-bas. Tu es mieux seul de toute façon. » Glissant son téléphone dans sa poche, Marcus monta précipitamment l'escalier flottant. « Elena, j'entre. Si tu n'es pas habillée, nous partons sans toi. » Il poussa les doubles portes de la chambre principale. Il s'attendait à la voir assise sur le bord du lit, peut-être en train de se débattre avec une fermeture éclair, ou pleurant doucement à cause d'une remarque qu'il avait faite au petit déjeuner. Il était prêt à soupirer, à lui présenter des excuses peu convaincantes et à la mettre à la porte. Mais la pièce était sombre, Elena. Marcus actionna l'interrupteur. Le lustre en cristal inonda la pièce de lumière. Le lit était fait à la perfection, sans le moindre pli. La coiffeuse, habituellement encombrée de ses vitamines prénatales, de ses lotions et de cette brosse à cheveux en argent antique qu'elle adorait, était vide. Un frisson d'irritation lui parcourut l'échine. « Très drôle. Va voir dans la chambre d'enfant. » Il traversa le couloir à grands pas jusqu'à la chambre d'enfant qu'il venait de rénover la semaine précédente. Elle était peinte dans un vert sauge doux. Il poussa la porte, mais la pièce était vide. Le berceau était là, assemblé et prêt à l'emploi. Mais le fauteuil à bascule avait disparu. La pile de couverture faite main qu'elle avait passé des mois à tricoter avait disparu. Le mobile avec les petites étoiles en bois avait disparu. L'irritation se transforma en quelque chose de plus froid. De la confusion. Il courut vers la chambre principale et ouvrit brusquement son dressing. Il était vide. Ce n'était pas seulement ses vêtements qui avaient disparu. C'était la façon dont ils avaient disparu. Il n'y avait plus aucun cintre et un fil de fer sur le sol. Aucune chaussure éparpillée dans un coin. Les étagères étaient vides. C'était comme si Elena Sterling n'avait jamais existé. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Marcus. Il se précipita vers le coffre-fort, caché derrière le tableau accroché au mur du fond. Il tapa le code. Bip. Clic. La lourde porte s'ouvrit. Ses liasses de billets étaient là. Ses disques durs de secours étaient là. La bague en émeraude de sa grand-mère était là. Elle n'avait rien volé. Elle n'avait pas pris un centime de son argent. Elle n'avait pas pris les bijoux qu'il lui avait achetés pour s'excuser de ses longues nuits au bureau. Elle n'avait pris que ce qui lui appartenait. Marcus se tenait au milieu de la pièce, tournant lentement sur lui-même. Le silence du penthouse n'était plus paisible. Il était oppressant. Il lui martelait les tympans. Son téléphone vibra. C'était son avocat, Arthur Pendleton. Marcus, la voix d'Arthur était tendue,
ce qui était inhabituel pour cet avocat au visage impassible. « Où êtes-vous? » Le conseil d'administration se demande pourquoi votre siège est vide. « Elle est partie, Arthur, » dit Marcus, sa voix lui semblant étrangère. « Qui? » « La nouvelle assistante, Elena. Ma femme, elle est... » Le placard est vide. La chambre d'enfant est vide. Il y eut un silence au bout du fil. « Marcus, arrêtez de plaisanter. Tu as la signature de la fusion dans 1 heure. »« Je ne plaisante pas, » rugit Marcus, la panique finissant par prendre le dessus sur son arrogance. Elle n'a pas laissé de mots. Elle ne s'est pas disputée avec moi ce matin. Elle s'est simplement évaporée. Vérifie le suivi de sa voiture, ordonna Arthur. D'accord, d'accord. Marcus tâtonna avec son téléphone, ouvrant l'application qui le connectait à la Range Rover blanche d'Elena. Il fixa l'écran. Signal perdu. Véhicule désactivé. Elle a désactivé le traceur, marmonna Marcus, la main tremblante. Elle ne sait pas comment faire ça. Elle ne sait même pas changer un pneu, Arthur. Comment a-t-elle désactivé un traceur satellite? Marcus, dit Arthur, la voix grave, tu dois venir au bureau immédiatement. Ce n'est pas seulement ta femme qui a disparu. De quoi tu parles? Viens ici. Et Marcus, n'appelle pas encore la police. Le trajet jusqu'au siège social de Sterling Enterprises fut un flou de pluie et de feu arrière rouge. Marcus agrippa le volant de son Aston Martin jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle ne pouvait pas simplement partir. Elle était enceinte. Elle était enceinte de 7 mois de son fils. Elle n'avait nulle part où aller. Ses parents étaient morts. Elle n'avait pas de frères et de sœurs. Il l'avait subtilement isolée de ses amis d'université il y a des années. Son monde, c'était lui. C'était comme ça qu'il aimait les choses. C'était comme ça qu'il avait tout prévu. Il appela Chloé. Elle finit par répondre d'une voix suave. « Je suis au bar. Tu ne croirais pas la robe que je porte. » Elle est partie. Marcus s'écria. « Qui? Cette vache? » Chloé rit d'un rire aigu qui lui irrita les nerfs. Elle s'est enfuie dans un spa. Elle a déménagé, Chloé. Tout. Elle a tout pris. « Oh, Marcus, chéri, c'est merveilleux. » La voix de Chloé passa instantanément de la moquerie à la joie. « Tu ne comprends pas? Elle t'a évité la pension alimentaire. Si elle abandonne le domicile conjugal, c'est plus facile pour nous. On peut enfin arrêter de se négocier. Tais-toi, Chloé. » Marcus siffla, se surprenant lui-même. « Elle porte mon enfant. Si elle pense pouvoir s'enfuir avec mon fils, elle est folle. »« Ne t'inquiète pas pour ce morveux, » dit Chloé d'un ton dédaigneux. « On peut en faire un autre. Un avec un meilleur jean. Viens de me rejoindre. » Marcus lui raccrocha au nez. Pour la première fois, sa voix ne semblait plus être un refuge. Elle ressemblait à un exercice. Il se gara devant la tour de verre de Sterling Enterprises. Le voiturier se précipita pour lui ouvrir la porte, mais Marcus le bouscula et traversa le hall d'entrée en trombe. Arthur Pendleton l'attendait dans la suite exécutive, faisant les 100 pas devant la fenêtre. Sur la table de conférence en acajou se trouvait un seul dossier mince. « Où est-elle? » demanda Marcus en claquant la porte. « Avez-vous engagé un détective privé? Je veux le meilleur. Mettez-vous d'accord là-dessus. » Arthur se retourna. Son visage était pâle. « Asseyez-vous, Marcus. Je ne veux pas m'asseoir. Ma femme enceinte a disparu. Elle n'a pas disparu, Marcus, » dit Arthur calmement. « Elle a démissionné. » Marcus se figea. « Démissionné? Elle ne travaille pas ici. C'est une femme au foyer. » Arthur fit glisser le dossier sur la table. « Ouvre-le. » Marcus ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un document juridique. Ce n'était pas une demande de divorce. C'était une dissolution terriblement complexe d'une fiducie commerciale. « Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens quand tu as créé l'entreprise? » dit Arthur en nettoyant nerveusement ses lunettes. « Il y a 10 ans, tu avais besoin d'un capital initial. Tu étais fauché. » « J'ai construit tout cela à partir de rien. »« Non, » corrigea Arthur. « Vous aviez un investisseur providentiel, Orient Trust. Vous avez dit à tout le monde qu'il s'agissait d'un partenaire silencieux européen. Oui, je les ai rachetés il y a des années. Vous pensiez les avoir rachetés. Arthur dit que vous aviez cédé les dividendes à une société holding. Mais les droits de vote, le contrôle de la propriété intellectuelle de la nouvelle puce Apex que vous êtes sur le point de lancer, tout cela appartient toujours à Orion. Qu'est-ce que cela a à voir avec Elena? » Arthur désigna la signature au bas du document. Marcus regarda, le souffle coupé. La signature n'était pas un gribouillage. Elle était élégante, en boucle.
Cursive. Elena Marie Sterling, administratrice d'Orion. Eliana est d'Orion, murmura Marcus. C'est impossible. Elle tricote des couvertures, elle regarde des émissions de cuisine. Elle ne sait pas ce qu'est une action avec droit de vote. Elle a toujours été Orion, Marcus, dit Arthur d'un ton grave. Son héritage de sa grand-mère. Elle ne t'a jamais dit le montant. Elle l'a simplement investi en toi parce qu'elle croyait en toi. Marcus s'effondra dans le fauteuil en cuir. La pièce tournait. La femme timide et discrète qui lui apportait son café et lui massait les épaules quand il était stressé. Elle le possédait. « Lis la lettre », dit Arthur. Une feuille de papier à lettres crème était agrafée au dos. Marcus reconnut immédiatement l'écriture. « Marcus, j'ai attendu que l'homme que j'avais épousé revienne. Mais l'homme qui a bâti cette entreprise avec mon aide est mort. Il a été remplacé par un homme qui trompe sa femme enceinte avec sa propre colocataire de fac. » Marcus releva brusquement la tête. « Chloé. Elle est au courant pour Chloé. »« Oui, je suis au courant pour Chloé Vance, » poursuivait la lettre. « Je suis au courant pour l'appartement que tu lui as loué dans le West Loop. Je suis au courant pour les bijoux que tu lui as achetés avec la carte de crédit de l'entreprise. La carte de crédit de mon entreprise. Je ne te quitte pas parce que je suis faible. Je te quitte parce que je ne supporte plus de te voir te détruire. J'ai liquidé ma participation dans le projet Apex. La propriété intellectuelle m'appartient. Le code m'appartient. Bonne chance pour la fusion, Marcus. Tu n'as plus rien à vendre. Elena, elle a pris le code Apex. » Marcus rugit en se levant d'un bond. « C'est illégal. C'est du vol. C'est un code, Marcus. » Arthur lui répondit en criant, perdant son sang-froid. « Regarde le dépôt de brevet. Elle a écrit l'algorithme de base à l'université. Tu ne l'as fait que commercialiser. Règle ça. » Marcus attrapa une carafe en cristal remplie de whisky et la jeta contre le mur. Elle se brisa, répandant du liquide ambré partout. « Trouvez-la. Je la ramènerai ici par les cheveux s'il le faut. »« On ne peut pas la trouver, » dit Arthur doucement. « J'ai vérifié les comptes. Elle n'est pas partie aujourd'hui, Marcus. Elle transfère ses actifs depuis 6 mois, lentement, discrètement. Chaque fois que tu étais avec Chloé, Elena déplaçait un pion sur l'échiquier. Elle est partie. Et elle a emporté avec elle 60% de ton capital liquide. » Marcus se tenait haletant au milieu de la pièce, la poitrine soulevée par les sanglots. La réalité s'abattait sur lui comme un raz de marée. Il n'était pas le roi. Il ne l'avait jamais été. Il était le bouffon qui dansait pour une reine qu'il était trop aveugle pour voir. Puis son téléphone sonna. Ce n'était pas Chloé. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Allô » aboya-t-il. « Monsieur Sterling, » dit une voix rauque. « Ici l'inspecteur Miller, de la police de Seattle. Nous avons trouvé une Range Rover blanche abandonnée près de la jetée. Vous devez venir ici. Nous avons trouvé du sang. » Les lumières bleues et rouges clignotantes transpercèrent la brume de Seattle comme des battements de cœur irréguliers. Marcus gara l'Aston Martin derrière le ruban jaune de la police, ignorant l'officier qui tentait de lui faire signe de partir. Il aperçut l'inspecteur Miller, un homme qui semblait avoir été sculpté dans le granit et usé par du papier de verre, debout au bord de la jetée. Et là, il y avait la Range Rover blanche. La portière côté conducteur était grande ouverte, se balançant légèrement sous l'effet du vent qui soufflait depuis le Puget Sound. Marcus courut vers elle, ses coûteuses mocassins italiennes glissant sur le trottoir mouillé. « Où est-elle? A-t-elle sauté? Quelqu'un l'a-t-il enlevée? »« Reculez, Monsieur Sterling, » dit le détective Miller d'une voix neutre. Il leva une main gantée. Marcus franchit quand même le ruban de signalisation, s'arrêtant seulement lorsqu'il vit l'intérieur de la voiture. Le sac à main d'Elena était sur le siège passager, ouvert. Son portefeuille, son téléphone, ses vitamines prénatales. Mais c'est le siège conducteur qui fit basculer le monde. Sur le cuir beige crème, il y avait une tache cramoisie. Pas une goutte. Une traînée comme si quelqu'un avait été traîné. « Oh mon Dieu !» s'étouffa Marcus en trébuchant en arrière. « C'est le sien. Nous sommes en train de le tester, » dit Miller en observant attentivement le visage de Marcus. « Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois, Monsieur Sterling? »« Ce matin, » balbutia Marcus. La pluie collait ses cheveux à son front. Il se sentait dépouillé de son armure avant même d'aller au bureau. Elle allait bien. Elle buvait du thé. « Vous vous êtes disputé? »« Non, nous ne nous disputons jamais. Elena ne se dispute pas. »«
Miller haussa un sourcil. Tout le monde se dispute, Monsieur Sterling, surtout quand un bébé est en route ou en cas de stress. Il marqua une pause, les yeux rivés sur Marcus, ou en cas d'intervention d'une tierce personne. Marcus se figea. La pluie lui sembla soudain glaciale. Qu'insinuez-vous? Nous avons vérifié ses relevés téléphoniques, dit Miller en sortant un bloc-notes de son trench coat. Elle a appelé un avocat spécialisé dans les divorces il y a 3 jours. Un certain Thorne. Vous le connaissez? Marcus eut un coup au cœur. Thorne était l'avocat spécialisé dans les divorces le plus impitoyable de la côte ouest. Il coûtait 5 000 $ de l'heure. Elena, la femme qui découpait des coupons pour des vêtements de bébé, l'avait appelé. « Je ne savais pas », murmura Marcus. Et Miller a continué. « Nous avons trouvé un SMS envoyé sur son téléphone à 16 heures aujourd'hui, provenant d'un numéro enregistré au nom de Chloe Vance. Il disait « Il ne me quittera jamais. Arrête de prétendre que tu comptes pour lui. » Marcus a fermé les yeux. Chloé. Elle avait provoqué Elena. Elle avait titillé l'ours sans se rendre compte que celui-ci était déjà réveillé et chargeait son fusil. « Monsieur Sterling. » Miller s'approcha, envahissant l'espace personnel de Marcus. « Votre femme disparaît. Sa voiture est retrouvée avec du sang à l'intérieur. Vous avez une maîtresse. Elle contactait des avocats spécialisés dans le divorce. Cela ne ressemble pas à un enlèvement. Cela ressemble à un nettoyage. Je ne lui ai pas fait de mal. » Marcus hurla, la panique atteignant son paroxysme. « J'étais au bureau. J'ai des témoins. Je préparais la fusion. Nous vérifierons votre alibi, dit Miller, peu impressionné. Mais pour l'instant, je dois vous demander de remettre votre passeport. Vous êtes suspect. » Marcus fixait les eaux sombres du détroit. Les vagues s'écrasaient contre la jetée, noire et impitoyable. Elle avait tout planifié. Une voix dans sa tête lui murmura. Le sang, la voiture, le SMS de Chloé. Elle avait préparé le terrain. Mais en regardant à nouveau le sang, un doute vint troubler sa colère. Et si elle n'avait pas planifié cette partie? Et si quelqu'un d'autre l'avait trouvée? Et si son arrogance l'avait rendue vulnérable face à de vrais loups? « Trouvez-la », siffla Marcus en se détournant. « Trouvez-la, c'est tout. » Le lendemain matin, les gros titres étaient brutaux. La femme enceinte d'un milliardaire suspecté disparaît au milieu de rumeurs d'adultère. Marker était assis dans sa cuisine, les yeux rivés sur sa tablette. Les actions de Sterling Enterprises avaient chuté de 18% avant l'ouverture de la bourse. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la stabilité de la direction. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Marcus leva les yeux, espérant, priant pour que ce soit Elena, espérant qu'elle entrerait trempée et frigorifiée et lui dirait que tout cela n'était qu'une erreur. Il lui pardonnerait. Il lui pardonnerait même le sabotage de l'entreprise. Il voulait juste que le silence cessait. Il ouvrit la porte. C'était Chloé. Elle portait un imperméable rouge vif et tirait 2 énormes valises Louis Vuitton. Elle le bouscula pour entrer dans le hall d'entrée, secouant son parapluie. « Mon Dieu, les paparazzis sont des animaux dehors », se plaignit-elle en inspectant son maquillage dans le miroir du hall. « J'ai dû mettre des lunettes de soleil juste pour aller de l'Uber au hall d'entrée. » Marcus fixa ses valises. « Que fais-tu ici, Chloé? » « Eh bien, je ne peux pas rester chez moi, » dit-elle comme si cela allait de soi. « La police était là ce matin, Marcus, pour me poser des questions. C'est stressant. » De plus, elle s'approcha et passa un doigt sur son torse. « Tu as besoin de soutien. Tu es en deuil. Il serait bon pour nous de nous rapprocher. »« Nous rapprocher ?» Marcus repoussa sa main. « Ma femme a disparu. Elle est peut-être morte et tu emménages chez moi. » Elle n'était pas morte, Marcus. Chloé ricana en traînant sa valise vers les escaliers. Elle est dramatique. Ce sang était probablement du sirop de maïs. Elle essaie de te faire peur. Ne la laisse pas gagner. Elle commença à traîner sa valise dans les escaliers jusqu'à la chambre principale. « Où vas-tu » aboya Marcus. « Dans la chambre principale » répondit Chloé. « Je ne dormirai pas dans la chambre d'amis. Je suis la future Madame Sterling, non? Autant s'y habituer. » Marcus fut pris d'une vague de nausées. Il voulait la mettre à la porte. Il voulait crier, mais il était faible. Il était terrifié à l'idée de rester seul dans cette maison avec le souvenir de Lenina. Il la laissa donc monter. 1 heure plus tard, Arthur Pendleton arriva. Il avait l'air de ne pas avoir dormi.
C'est fini, Marcus, dit Arthur sans même prendre la peine de s'asseoir. La fusion, les banques, corrigea Arthur. Ils ont demandé le remboursement de tous les prêts. Quand Elena a dissous la fiducie, notre ratio d'endettement a explosé. Nous sommes en violation de notre convention. Ils veulent 400 millions de dollars d'ici vendredi. Je n'ai pas 400 millions de liquidités, s'écria Marcus. Mon argent est dans les actions. Les actions qui sont actuellement en chute libre parce que le PDG est soupçonné de meurtre, répondit Arthur d'un ton sec. Tu es toxique, Marcus. Les investisseurs se retirent. Le lancement d'Apex est annulé parce que nous n'avons pas les droits de propriété intellectuelle. Crash! Un bruit de verre brisé retentit à l'étage. Marcus et Arthur levèrent les yeux. Oups! La voix de Chloé descendit les escaliers. Marcus, chéri, j'ai fait tomber à ce vase hideux qui était sur la table de chevet, celui avec les fleurs séchées. Ce n'est pas grave, je le détestais. Quoi qu'il en soit, Marcus devint livide. Ce vase n'était pas qu'un simple vase. Il contenait le bouquet séché de son mariage. Elena l'avait conservé pendant 7 ans. Il monta les escaliers en courant, suivi par Arthur. Dans la chambre, Chloé rassemblait les morceaux de poterie en un tas avec son talon. Elle avait déjà retiré la couette d'Elena et l'avait remplacée par un plaid à imprimer léopard qu'elle avait apporté. Elle avait ouvert le placard et poussé les costumes de Marcus sur le côté pour faire de la place à ses robes flashy. « Chloé, arrête! » cria Marcus. « C'était un accident, » répondit-elle en faisant la moue. « Pourquoi es-tu si tendu? Nous sommes libres, Marcus. Nous sommes riches et libres. Nous ne sommes pas riches. » Marcus l'attrapa par le bras et la fit pivoter. « Tu ne m'as pas entendu. Elle a pris de l'argent. Elle a pris l'entreprise. Je suis ruiné, Chloé. À moins que je ne la retrouve et que je lui fasse signer la cession de ses droits, je ne vaux plus rien. » Le visage de Chloé changea. Son sourire séducteur disparut, remplacé par un regard dur et calculateur. « Comment ça, ruiné? Je veux dire que les cartes de crédit vont cesser de fonctionner dans environ 1 heure, dit Marcus, la voix tremblante de rage. Je veux dire que cet appartement est hypothéqué à fond et que la banque va le saisir. » Chloé retira brusquement son bras. Elle regarda la valise à moitié déballée. Elle regarda Marcus. Elle le regarda vraiment, dépouillant le titre de PDG et voyant l'homme désespéré qui se cachait derrière. « Eh bien, dit-elle d'une voix glaciale, cela change la donne. Tu as dit que tu m'aimais, murmura Marcus. « J'aime ce style de vie, Marcus, cracha-t-elle. Je n'ai pas signé pour être la nounou d'un meurtrier en faillite. » Avant que Marcus n'ait pu répondre, son téléphone sonna. C'était un numéro masqué. Il le fixa du regard. Une étrange sensation l'envahit. Il répondit en mettant le haut-parleur. « Allô, allô, Marcus !» La voix était douce, mélodieuse, reconnaissable entre toutes. C'était Elena. La pièce devint silencieuse. Chloé se figea. Arthur s'approcha. « Elena. » Marcus respira. « Elena, où es-tu? La police a trouvé du sang. Es-tu blessé? » « Le sang est facile à acheter, Marcus, » dit-elle d'une voix dépourvue de chaleur. Il se souvint d'une boucherie au marché de Pike Place. Le sang de porc était très convaincant sur le cuir. « Elena, s'il te plaît, » supplia Marcus, les larmes aux yeux. « Reviens à la maison, on peut arranger ça. »« Le bébé va bien, » dit-elle. « Il donne des coupes de pied en ce moment même. Il sait que son père ne viendra pas. »« Arrête ça, » cria Marcus. « Tu es en train de me détruire. L'entreprise est en train de s'effondrer. »« Je sais, » dit Elena calmement. « Je regarde le cours de la bourse en ce moment même. C'est magnifique, n'est-ce pas? La façon dont la gravité fonctionne. »« Que veux-tu? » demanda Marcus. « De l'argent? Tu as tout pris. Que veux-tu de plus? »« Je ne veux pas d'argent, » répondit Elena. « Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti pendant 7 ans. Je veux que tu te sentes petit. Je veux que tu te sentes remplaçable. »« Elena, j'ai une condition, » l'interrompit-il. « Si tu veux sauver l'entreprise, si tu veux récupérer les droits de propriété intellectuelle, tu dois faire une chose. »« N'importe quoi, » dit Marcus immédiatement. « Dis-moi quoi. » J'ai envoyé un colis au penthouse. Elena dit qu'il devrait être à la réception. À l'intérieur, il y a une seule enveloppe. Ouvre-la. Lis-la en direct sur ton compte Instagram devant tes millions d'abonnés. Fais ça et peut-être que je ne laisserai pas la banque prendre les clés. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? La vérité, a dit Elena. Au revoir, Marcus. La ligne a été coupée. Le colis était lourd.
C'était une simple enveloppe en papier craft enveloppée dans du papier brun, posée innocemment sur le bureau du concierge de l'immeuble Sterling Heights. Marcus l'a attrapée comme s'il s'agissait d'une bombe. De retour dans le penthouse, l'atmosphère était tendue. Chloé faisait les 100 pas, parcourant les annonces immobilières sur son téléphone, cherchant clairement un plan de secours. Arthur était assis, la tête entre les mains. « Ouvre-la !» s'écria Chloé. « Si lire un bout de papier permet de nous débarrasser de la banque, fais-le. » Marcus déchira le ruban adhésif. Il en sortit une seule feuille de papier. Ce n'était pas une lettre, c'était un script. Et sur le devant était agrafé le résultat d'un test de paternité. Marcus examina d'abord le test. Sujet: fœtus masculin à naître. Père: Marcus Sterling. Probabilité 9,99%. Elle ne mentait pas au sujet du bébé. C'était son fils, son héritier, le seul héritage qui lui restait. Il regarda le script. Le titre en haut disait « L'architecte de ma réussite ». « Que dit-il » demanda Arthur en levant les yeux. « Elle veut que je me détruise » murmura Marcus, le visage livide. « Elle veut que j'avoue tout. »« Avouez quoi » demanda Chloé en se penchant par-dessus son épaule. « Que tu es un tricheur. Tout le monde le sait, Marcus. C'est en tendance sur Twitter en ce moment. »« Non. » Marcus secoua la tête. « Pas l'affaire, les affaires. Elle veut que j'admette que je n'ai pas écrit le code Apex. Elle veut que j'admette que c'est elle qui l'a écrit, que c'est elle qui a résolu le bug de cryptage en 2019, que c'est elle qui a conçu l'interface. » Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent. « Marcus, si tu dis ça publiquement, la SEC va enquêter sur toi pour fraude. Les investisseurs ont acheté parce que tu étais le génie. Si tu admets que tu n'étais que la figure de proue, tu ne seras plus assurable. Tu ne seras plus jamais PDG. » « Mais si je ne le fais pas, » dit Marcus, la voix brisée, « elle laissera quand même l'entreprise imploser et elle gardera mon fils. »« Fais-le, » dit Chloé instantanément. Marcus se retourna brusquement pour lui faire face. « Tu l'as entendu? Je serai ruiné. »« Mais tu auras toujours les actions, n'est-ce pas? » calcula froidement Chloé. « Si l'entreprise survit, les actions auront de la valeur. Si l'entreprise meurt, nous n'aurons plus rien. Ravale ta fierté, Marcus. Lis ce fichu document. » Marcus regarda la femme pour laquelle il avait détruit son mariage. Elle se moquait de sa réputation. Elle se moquait de sa dignité. Elle voulait juste que le chèque soit encaissé. Il installa son téléphone sur un trépied dans le salon. L'éclairage était parfait, mais il ressemblait à un fantôme. Il ouvrit Instagram Live. Le nombre de spectateurs monta en flèche instantanément. 10 000, 50 000, 200 000. Le monde entier regardait le milliardaire à la femme disparue. « Bonjour » commença Marcus, la voix tremblante. « J'ai une déclaration à faire. » Il regarda le script qu'Elena avait rédigé. Il était brutal. Il était précis. Pendant 10 ans, lut-il, j'ai été salué comme un visionnaire. Le magazine Fortune m'a qualifié de prophète de la technologie. Mais un prophète implique une inspiration divine. Je n'avais aucune inspiration. J'avais une femme. Il fit une pause. Les commentaires défilaient si vite qu'ils formaient un flou. « Elena Sterling n'est pas seulement ma femme », a-t-il poursuivi, forçant les mots à sortir d'une gorge qui semblait remplie de verre. « Elle est l'ingénieure en chef d'Orion. Elle a écrit le code source du système d'exploitation Sterling. Elle a conçu la puce Apex. Pendant que j'étais à des galas pour m'attribuer le mérite, elle était à la maison en train de déboguer les systèmes qui ont fait de moi un milliardaire. » Il a regardé la caméra. Des larmes d'humiliation coulaient sur son visage. « Je ne suis pas un génie, » lut-il dans la dernière ligne. « Je suis un imposteur qui s'est hissé sur les épaules d'une géante, puis a tenté de la pousser dans le vide. Je suis désolé, Elena. Je t'en prie, reviens à la maison. » Il mit fin à la diffusion. La pièce était silencieuse. Puis le téléphone de Chloé sonna. Elle le regarda. « Eh bien, dit-elle en attrapant son sac à main, c'était pathétique. J'ai économisé l'argent, a dit Marcus d'une voix rauque. J'ai fait ce que tu voulais. Tu as sauvé l'entreprise, a corrigé Chloé. Mais toi, tu es la risée de tous. Je ne peux pas être vu avec un imposteur, Marcus. C'est mauvais pour mon image. Elle a fait signe vers la porte. Le chauffeur est en bas. Je l'ai appelé il y a 5 minutes. Tu pars? Marcus la fixa du regard. Maintenant, après que je me sois humilié.
Tu t'es humilié dès l'instant où tu as pensé que tu étais plus intelligent qu'elle, dit Chloé en ouvrant la porte. Au revoir, Marcus, ne m'appelle pas. La porte claqua. Marcus était seul. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas de maîtresse, il n'avait pas de réputation. Mais alors son téléphone vibra. Un SMS d'Elena. Bon garçon, viens maintenant rencontrer ton fils. L'adresse envoyée par Elena était celle d'une aile privée du centre médical St. Jude. Marcus ne prit pas l'Aston Martin. Il prit un taxi. Il se sentait désormais trop insignifiant pour cette voiture de sport. Il portait une casquette de baseball enfoncée sur la tête, terrifié à l'idée d'être reconnu comme le PDG imposteur. Il traversa le hall de l'hôpital en courant, ignorant la réceptionniste, et appuya frénétiquement sur le bouton du 4e étage. Soins intensifs néonatal. Viens rencontrer ton fils, répétait le message dans son esprit. Le bébé était-il né? C'était trop tôt. Elle n'était enceinte que de 7 mois. Le stress avait-il provoqué le travail? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Le couloir était stérile, blanc et silencieux. Au bout du couloir, debout devant une grande baie vitrée, se tenait un homme. Marcus ralentit. Il connaissait cette silhouette. Elle était grande, large d'épaules, vêtue d'un costume qui coûtait plus cher que la voiture de Marcus. C'était Julian Cross, son plus grand rival, le PDG de Cross Industries, la société avec laquelle Marcus essayait de fusionner. Julian allaita Marcus en s'approchant de lui. « Que fais-tu ici? » Julian se retourna lentement. Il ne regardait pas Marcus avec le mépris compétitif habituel. Il le regardait avec pitié. « Elle est incroyable, Marcus, » dit Julian doucement. « J'ai toujours soupçonné qu'elle était le cerveau derrière ton opération. Le code était trop élégant pour un rustre comme toi, mais je ne savais pas qu'elle était aussi forte. »« Où est-elle? » demanda Marcus en le poussant pour regarder à travers la vitre. Et elle était là. Elena était allongée dans un lit d'hôpital relié à des moniteurs. Elle avait l'air pâle, épuisée, mais vivante. Et dans une couveuse en plastique transparent à côté de son lit, un petit bébé fragile dormait, des fils reliés à sa petite poitrine. Marcus posa sa main sur la vitre. « Mon fils, il est né il y a 3 heures, » dit Julian. « Césarienne d'urgence, détresse fétale causée par, causée par le stress de son mari, qui a fait emménager sa maîtresse dans sa maison. » Marcus tressaillit. « Je vais entrer. »« Tu ne peux pas, » dit Julian en se plaçant devant la porte. « Écarte-toi, Julian. C'est ma femme et mon enfant. »« Plus maintenant, » dit calmement Julian. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un document. « Pendant que tu étais occupé à lire ce script sur Instagram, Elena a signé un nouveau contrat. »« Quel contrat? » Elle a vendu la propriété intellectuelle d'Apex. Julian sourit. À moi, Cross Industries est désormais propriétaire de la technologie, et comme tu viens d'admettre publiquement qu'elle avait le droit de la vendre, tu ne peux pas intenter de poursuite. Elle te l'a vendue. Pour $1, répondit Julian. Elle ne voulait pas d'argent. Marcus, elle voulait être protégée. Dans le cadre de l'accord, Cross Industries lui fournit une sécurité complète et une représentation juridique de haut niveau pour la bataille pour la garde. Marcus sentit ses genoux fléchir. Il s'effondra contre la paroi vitrée et glissa jusqu'au sol. « Elle l'a donné, murmura-t-il, des milliards. Elle a dit que c'était un prix juste à payer pour sa liberté, » dit Julian en le regardant. « Et elle voulait s'assurer que lorsque vous viendriez ici, vous réaliseriez que vous n'aviez pas seulement perdu une femme, mais aussi la guerre. » À l'intérieur de la pièce, Elena remua. Elle tourna la tête et regarda à travers la vitre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marcus. Il n'y avait pas d'amour dans son regard. Il n'y avait pas de haine non plus. Il n'y avait rien. C'était le regard que l'on porte à un inconnu que l'on croise dans la rue. Elle se détourna et passa la main à travers la vitre de la couveuse pour caresser la petite main de leur fils. « Elle ne te verra pas, Marcus, » dit Julian. « Les infirmières ont pour consigne d'appeler la sécurité si tu essaies d'entrer. Je dois lui expliquer. » Marcus sanglotait. « Je dois lui dire que je suis désolé. Les excuses ne réécrivent pas le code, » dit Julian en ajustant ses boutons de manchette. « Et cela ne répare pas un cœur brisé. Rentre chez toi, Marcus. Oh, attends. La banque a saisi l'appartement terrasse il y a 1 heure. Je suppose que tu peux aller où tu veux maintenant. » Julian se retourna et s'éloigna. Ses pas résonnaient de manière rythmée dans le couloir.
Marcus s'assit sur le sol en linoléum froid de l'hôpital. Il regarda sa femme toucher leur fils. Il était à 1,5 mètres d'elle. Il aurait tout aussi bien pu être sur la Lune. Mais alors, la porte de la chambre s'ouvrit. Une infirmière sortit. Elle regarda Marcus recroquevillé sur le sol. « Monsieur Sterling ?» demanda-t-elle doucement. Marcus leva les yeux, l'espoir jaillissant dans sa poitrine. « Oui. » « Elle m'a demandé. »« Non, » répondit l'infirmière, « mais elle m'a demandé de vous donner ceci. » Elle lui tendit un petit coffret en velours. Marcus la prit. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la bague en émeraude de sa grand-mère, celle qu'Helena avait portée pendant 10 ans, celle qu'il avait cherchée dans le coffre-fort dans la première partie. Et en dessous, il y avait un mot. « Vends-la. Cela devrait couvrir ton premier mois de loyer. Considère cela comme une indemnité de départ. » Marcus fixa la bague. La finalité de ce geste l'écrasa. Elle ne gardait pas un trophée. Elle lui rendait le dernier morceau de lui qu'elle possédait. Il serra la bague contre sa poitrine et pleura. Le son résonna dans le couloir vide, ignoré par la femme derrière la vitre. La chute n'avait pas été soudaine. Elle avait été lente, une descente progressive vers l'obscurité. Au cours de la première année, Marcus Sterling perdit son penthouse. Ce fut un spectacle public, une vente aux enchères à laquelle assistèrent les vautours avec lesquels il avait l'habitude de boire du scotch. Il regarda depuis le fond de la salle, vêtu d'un sweat à capuche et de lunettes de soleil, tandis que ses meubles italiens sur mesure, sa collection d'œuvres d'art et même le berceau personnalisé qu'il avait brièvement regardé étaient vendus pour quelques centimes. Le coup de marteau lui semblait être un coup physique porté à sa poitrine, encore et encore. La deuxième année, les batailles juridiques ont pris fin. Il avait tenté de s'opposer à l'acquisition de la propriété intellectuelle d'Apex par Julian Cross, criant à la coercition et à la contrainte. Mais les tribunaux n'ont pas écouté un homme qui avait admis avoir commis une fraude sur Instagram. La décision du juge a été cinglante. Marcus s'est retrouvé sans rien, à part des frais de justice et une réputation si toxique que même les entreprises technologiques de taille moyenne refusaient de l'interviewer. Il était radioactif. La troisième année, une femme nommée Chloe Vance accorda une interview révélatrice à Vanity Fair. Elle décrivit Marcus comme un homme possessif et délirant, se présentant comme une victime de sa manipulation. Ce fut le coup de grâce pour sa réputation sociale. Nous étions désormais en 5e année. Le Seattle Convention Center était une immense bête de verre et d'acier qui vibrait sous le bruit de 30 000 participants. C'était le sommet mondial annuel sur les technologies du futur, le Super Bowl de l'industrie. L'air sentait le café brûlé, l'ozone et l'ambition désespérée. Tout au fond, après les écrans holographiques tape à l'œil de Google et Tesla, après les vendeurs de logiciels de milieu de gamme et nichés près des portes du quai de chargement, se trouvait la Zone Z. C'était là que vivaient les plus démunis. Les entreprises qui vendaient des chargeurs contrefaits, des protections d'écran à prix réduit et des tablettes génériques qui surchauffaient si vous regardiez une vidéo trop longtemps. Derrière une table pliante recouverte d'une nappe bleue bon marché se tenait Marcus. Il portait un polo en polyester d'une taille trop grande. Le logo de QuickTech Solutions était brodé de travers sur la poitrine. Ses cheveux, autrefois coiffés par un coiffeur célèbre, étaient grisonnants sur les tempes et clairsemés. Le regard vif et prédateur de ses yeux avait laissé place à une fatigue terne et larmoyante. Il paraissait avoir 10 ans de plus que ses 43 ans. « Salut, mec !» lança un adolescent aux cheveux violets en mâchant bruyamment son chewing-gum. « Cette batterie externe charge-t-elle un MacBook? » Marcus baissa les yeux vers le bloc de plastique qu'il tenait dans sa main. « Non, elle est réservée au téléphone. 5 volts. » « Nul !» marmonna le gamin en le reposant bruyamment sur la table avant de s'éloigner. Marcus soupira en ajustant son badge. Il n'y avait que Marcus. Pas de nom de famille. Il avait appris à ses dépens que Sterling attirait le mauvais genre d'attention. Rire, téléphone avec appareil photo et questions cruelles. Il s'assit sur un tabouret en plastique dur et ouvrit son déjeuner. Un sandwich au jambon froid emballé dans du papier ciré. Il mangea machinalement. Son téléphone, un modèle Android fissuré avec un écran brisé, vibra pour signaler une notification. Rappel de loyer, votre paiement a 4 jours de retard. Veuillez effectuer le paiement immédiatement pour éviter l'expulsion. Marcus fit glisser la notification. Il vivait désormais dans un studio en sous-sol à Tacoma,
Un endroit qui sentait en permanence le placoplâtre humide et la litière pour chat. C'était loin du penthouse parfumé au bois de santal, mais c'était tout ce qu'il pouvait s'offrir avec son salaire de vendeur à la commission. Soudain, le bruit ambiant du centre de congrès changea. Le murmure des conversations ne s'arrêta pas. Il changea. Il devint excité, concentré. Les lumières du plafond de la salle principale s'atténuèrent, plongeant les zones des vendeurs dans la pénombre. Une voix tonitruante résonna dans les énormes haut-parleurs du plafond. « Mesdames et messieurs, veuillez vous rendre à la scène alpha pour notre présentation principale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de dévoiler l'avenir de l'informatique quantique avec l'innovateur de la décennie. » Marcus ressentit une attraction magnétique. Il ne devait pas quitter son stand. Son manager, un tyran de 25 ans nommé Brad, le licencierait s'il voyait la table sans surveillance. Mais Marcus ne pouvait s'en empêcher. Il savait qui allait arriver. Il se leva, essuya les miettes sur sa bouche et se mit à marcher. Il se fraya un chemin à travers la foule comme un fantôme, slalomant entre les costumes et les passionnés de technologie. Il n'appartenait plus à leur monde, mais il devait voir. Il devait savoir. Il atteignit le périmètre de la scène alpha. Elle était bondée. Des milliers de personnes se tenaient côte à côte, leurs visages illuminés par la lueur des écrans 8K géants qui les surplombaient. La voix de l'annonceur atteignit son apogée. Le PDG d'Orion Technologies, veuillez accueillir Elena Sterling. Les applaudissements étaient assourdissants. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement d'adoration, puis elle est sortie. Marcus a arrêté de respirer. Elena était méconnaissable par rapport à la femme qu'il avait épousée. La femme dont il se souvenait était douce, hésitante, portant généralement des cardigans pastels et cherchant son approbation avant de parler. Cette femme était une titane. Elle portait un tailleur blanc ajusté qui semblait briller sous les lumières de la scène. Ses cheveux étaient coupés en un carré chic et sévère qui encadrait son visage. Elle s'avança vers le centre de la scène, non pas avec arrogance, mais avec un calme et une assurance terrifiants. Elle ne salua pas frénétiquement. Elle resta simplement là, savourant les applaudissements, s'appropriant le silence qui suivit. « Il y a 5 ans, commença Elena, d'une voix claire et amplifiée, qui résonna dans les os de Marcus. J'étais un fantôme. J'étais le code qui tournait en arrière-plan. Maintenant, le système en vie, pendant que d'autres s'attribuaient le mérite de l'interface. Un murmure de rire parcourut la foule. Ils connaissaient l'histoire. Tout le monde connaissait l'histoire. Cela avait été le plus grand scandale de l'histoire de la technologie. Mais Elena continua, marchant lentement. Les fantômes ont une perspective unique. Nous voyons les failles dans l'architecture que les rois sur leur trône ne voient pas. Nous voyons l'instabilité. Et quand le château s'effondre, nous sommes ceux qui savent comment le reconstruire. Elle appuya sur un bouton de sa télécommande. L'écran derrière elle explosa de couleur. Apex 2, le pont quantique. Aujourd'hui, dit-elle, Orion Technologies ne se contente pas de lancer une puce. Nous lançons un nouveau langage, un système qui apprend, s'adapte et protège. Et je suis fier de dire, dit-elle en marquant une pause, la voix légèrement adoucie, que j'ai écrit moi-même chaque ligne du colonel. La foule éclata à nouveau. Les gens scandaient son nom. Elle est la nena. Elle est la nena. Elle est la nena. Marcus se tenait dans l'ombre d'un pilier de soutien, agrippant le métal froid. Des larmes lui piquaient les yeux, des larmes chaudes et honteuses. Il se souvenait des nuits où il l'avait laissée seule dans son lit pour aller retrouver Chloé. Il se souvenait s'être moqué de ses loisirs. Il se souvenait lui avoir dit qu'elle ne comprendrait pas les complexités de son entreprise. Non seulement elle les avait comprises, mais elle était l'entreprise, et il l'avait rejetée pour une aventure et un ego blessé. Elle est incroyable, n'est-ce pas? Marcus sursauta. Une jeune femme debout à côté de lui rayonnait devant la scène. C'est mon héroïne. Mère célibataire, elle a bâti un empire d'1 milliard de dollars sur les cendres de la fraude de son ex-mari. C'est grâce à elle que je me suis lancé dans le codage. Oui, répondit Marcus d'une voix rauque, la gorge serrée. Elle est extraordinaire. La présentation se termina 20 minutes plus tard. Les lumières se sont allumées et les VIP ont commencé à affluer vers la scène, dans l'espoir d'une poignée de main ou d'un selfie. Marcus aurait dû faire demi-tour. Il aurait dû retourner à ses tablettes bon marché et à son sandwich froid, mais ses pieds se sont mis à bouger tout seuls. Il s'est frayé un chemin à travers la foule,
poussé par un besoin masochiste d'être proche du soleil qui le brûlait. Il a atteint la corde de velours qui séparait l'entrée générale du salon VIP. Elena était là, entourée de gardes du corps et d'investisseurs. Elle riait à une remarque d'un sénateur, la tête renversée en arrière, rayonnante et sincèrement heureuse. Et puis Marcus l'aperçut. Julian Cross, l'homme qui avait été le rival de Marcus, l'homme qui avait acheté la propriété intellectuelle pour $1, se tenait juste à côté d'elle. Il n'essayait pas de lui faire de l'ombre. Il se tenait légèrement en retrait, la main posée de manière protectrice sur le bas de son dos. Il la regardait avec un mélange de fierté et de révérence que Marcus n'avait jamais possédé. Mais ce n'était pas Julian qui brisait le cœur de Marcus. C'était le garçon qui courait vers eux. Maman. Maman. Un petit garçon d'environ 5 ans se faufila entre les jambes des gardes de sécurité. Il portait un T-shirt miniature en forme de smoking et des baskets lumineuses. Il avait les cheveux foncés et ébouriffés et des yeux brillants et intelligents. Le masque professionnel d'Elena tomba instantanément. Elle s'accroupit dans son costume blanc, ignorant la saleté sur le sol, et ouvrit les bras. Le garçon se jeta sur elle en gloussante. « Tu m'as vu, Léo ?» demanda Elena en embrassant son front. « J'étais sur grand écran. »« Tu étais énorme » s'écria le garçon. Marcus attrapa la corde de velours, les jointures de ses doigts blanchissants. Léo, c'était son fils. C'était le bébé qu'il avait ignoré dans le ventre de sa mère. C'était l'enfant dont il avait tourmenté la mère pendant sa grossesse. Le garçon avait le menton de Marcus. Il avait la même forme d'yeux, mais il n'y avait aucune ombre en lui. Il avait l'air heureux. Il avait l'air aimé. « Léo » murmura Marcus, la voix étranglée. Il ne put s'en empêcher. Il se précipita en avant, appuyant contre la corde. Elena. Le cri était désespéré, brisé par 5 années de silence. Il était suffisamment fort. Julian l'entendit le premier. Il releva brusquement la tête. Son regard balaya la foule, vif et dangereux. Il se posa instantanément sur Marcus. Julian n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air menacé. Il regarda le polo en polyester de Marcus, sa peau grise, son désespoir, et il avait l'air ennuyé. Julian se pencha et murmura quelque chose à l'oreille d'Elena. Elena se figea. Elle tenait toujours Léo dans ses bras. Elle se redressa lentement, posant une main protectrice sur l'épaule du garçon. Elle se retourna. Pour la première fois en 5 ans, Marcus Sterling regarda sa femme dans les yeux. Il s'attendait à de la haine. Il était prêt à affronter sa colère. Il aurait presque voulu qu'elle lui crie dessus, qu'elle reconnaisse qu'il l'avait blessé, qu'il comptait encore assez pour lui causer de la peine. Il se redressa, préparant son discours. « Je suis désolé, j'ai été stupide. Tu me manques. » Mais Elena ne cria pas. Elle le regarda. Son regard parcourut son visage, cataloguant les rides et la tristesse. Elle regarda ses vêtements bon marché. Elle regarda son badge. Puis son regard se fit vide. C'était un regard d'indifférence totale et écrasante. C'était le regard que l'on porte sur un inconnu à un arrêt de bus ou sur un meuble que l'on a vendu il y a des années et que l'on a oublié. Il n'y avait aucune étincelle, aucune reconnaissance de leur passé commun, aucun traumatisme persistant. Elle l'avait traité, elle l'avait archivé, et maintenant, elle l'avait effacé. Elle se tourna vers Léo. « Allez, mon petit, tu veux une glace? »« Oui » s'écria Léo, attrapant la main de Julian avec son autre main. « Allons-y » dit Julian, jetant un dernier regard compatissant à Marcus avant de lui tourner le dos. Tous les trois, Elena, Julian et Léo, s'éloignèrent vers la sortie privée. Une famille parfaite, bâtie sur les ruines des erreurs de Marcus. « Attendez » s'écria Marcus, tendant le bras par-dessus la corde. « Elena, c'est moi, c'est Marcus. » Une grande main s'abattit sur sa poitrine. C'était le chef de la sécurité, un homme de la taille d'un distributeur automatique. « Monsieur, » dit le garde d'une voix basse et menaçante, « vous dérangez la star. Reculez. »« C'est ma femme !» cria Marcus, attirant tous les regards. « C'est mon fils !» Le garde regarda le visage affolé et en sueur de Marcus. Il regarda le logo écaillé sur sa chemise. « Mon vieux, » dit le garde en secouant la tête, « c'est Elena Sterling. Elle vaut 4 milliards de dollars. Vous vendez des charges à 5 $ dans la zone Z. Je ne pense pas que vous la connaissiez. » Le garde le repoussa violemment. Marcus trébucha, son talon s'accrochant au tapis.
Il tomba en arrière et heurta violemment le sol. Son téléphone générique glissa de sa poche et roula sur le carrelage du centre des congrès. Les gens rirent. Quelques adolescents ont pointé leur téléphone pour filmer le fou qui venait de tomber. Marcus est resté assis par terre. Il a regardé le lourd rideau de velours se refermer derrière Elelanena, coupant la lumière de la section VIP. Il était seul. Le brouhaha du congrès continuait autour de lui, indifférent à sa tragédie. Le monde avançait plus vite et plus brillamment, alimenté par le code que sa femme avait écrit, et lui était coincé ici dans le passé, un bug qui avait été corrigé avec succès. Il tendit lentement la main vers son téléphone fissuré. L'écran clignota, une autre notification. Batterie faible, 5%. Marcus laissa échapper un rire sec et brisé. Il ramena ses genoux contre sa poitrine, assis dans la saleté du sol du salon, tandis que les applaudissements pour sa femme continuaient de gronder de l'autre côté du mur. Il avait voulu être un roi. Il avait voulu être craint. Il réalisa alors que l'obscurité qu'il avait lui-même créée l'engloutissait, qu'il avait obtenu ce qu'il souhaitait. Personne ne le craignait. Personne ne l'aimait. Il avait tout simplement disparu. Ouah! Quelle prise de conscience brutale! Marcus pensait être le roi de l'échiquier, mais il avait oublié que la reine était la pièce la plus puissante du jeu. Il avait perdu sa fortune, sa réputation et son héritage. Parce qu'il avait confondu le silence d'Helena avec de la faiblesse. Cela nous rappelle brutalement que l'on ne sait jamais vraiment qui détient les clés de notre succès tant que l'on ne les a pas repoussés. Helena ne s'est pas contentée de se venger. Elle a obtenu la meilleure vengeance qui soit. Elle est devenue heureuse sans lui. Que pensez-vous de la décision d'Elelanena de céder la propriété intellectuelle à Julian pour $1? Était-ce un coup de génie pour obtenir sa liberté ou aurait-elle dû détruire complètement l'entreprise? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes dans le camp d'Elena, c'est moi qui d'Elena. Laissez un message dans le chat. Si vous pensez que Marcus a eu exactement ce qu'il méritait, tapez Karma. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez apprécié le drame et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la trahison, la rédemption et le regret instantané. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun rebondissement. Merci d'avoir regardé. Исцеляю. Враг убит. Ouais, Tipeee, non? C'était sûr. I think one close. Остался один игрок. Спайк установлен. Остался один враг. Eh ouais, je suis la baisse des baisses, la team. C'était sûr, mais c'était sûr qu'elle allait être là. Quand vous avez le cerveau, je me suis dit, ok, elle a planté, elle sait que je suis là, elle va essayer de se mettre dans une pose un peu agressive parce que vas-y, ils ont un peu l'avantage. Je mets mon petit crosshair, bras, dans sa tête. Voilà. You can buy Wonder if you want. Bra. Et ça, c'est parce que j'ai pas d'aim, hein. C'est parce que je me suis dit, c'est sûr, elle va me push, genre, tu vois. T'as un enfant? Attends, t'as un enfant? I'm gonna take wall and take orb. I don't know if what you want to do. Стена готова. T'as un enfant? T'as un enfant? Остался один враг. Good job. Il y a des gens qui ont des enfants en chat. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants, mais Lems, non? Yes, lamp. Здесь. I hit her. 40. Yes.
Bah, tu me dis bah oui, comme si j'étais la daronne, genre, je savais pas. Ok. Il y a d'autres gens qui ont des enfants dans le chat ou pas? Ah, c'est vrai, il me trouve belle. Moi aussi, je la trouve belle, ton enfant. Mâchoire carrée, nez carré, tout est carré là. C'est carré, de source sûre. Барьер установлен. Ah, mais c'est jamais sur mon site, hein. Ah, si, y a un gars. I think he's lucky, non? Ouais, je pense juste qu'il lurk en fait. Donc là, c'était les deux potes. Остался один враг. Спайк на Спайк. Б. Nice. C'est un garçon, je... Мимо меня Bonne они journée. не Ouais, пройдут. ça va. Et on les a rattrapés. Quand je vous dis que c'est une map défense, c'est une map défense. Hein. En vrai de vrai, on était en 3-9. Je vous ai dit quoi? Bon, je suis en 8-12. On était en 3-9. J'ai dit quoi? Citation. Three Lankers, we're gonna win, guys. Regardez, on est en 8-9. Ça part de là, ça part de là. Bah, c'est vrai qu'il lurk beaucoup, alors que ça n'importe où. Il y a zéro impact en fait avec son lurk qui sert à rien. Стена готова. Limite, s'il m'avait tué, j'aurais vraiment mon ult. Ультимейт готов. Mais là, il fait rien, là. Mais il lurk que quand ils vont A, en fait. Hein. Enfin, que... J'ai rien dit. Покойся с миром. Il lurk que quand ils vont B, c'est ça que je voulais dire. Остался один игрок. Спайк установлен. В голову. Une fois on raise. Остался один враг. Трое мертвы. Вы порезвились? Теперь я! Остался один враг. No, I just need to run. Oh my bad, guys. Ah, ah non! J'aurais juste dû partir, mais j'étais en mode. Non, je vais la one tap la team. Faites-moi confiance. Ah! Eh, j'ai presque clutch. Oh, si j'avais ce kill. Si j'avais ce kill. Mais le clip, je le mettrai partout, ce clip. Je le mets sur mon CV, le clip. Mais là, vas-y. Vas-y. Pourquoi elle me tue, la clove, là? Beyond me, please. En plus, j'avais un raise. En plus, j'avais grave un raise. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. J'ai même pas fait gaffe. J'avais grave un raise en plus. J'aurais pu jouer safe, raise. Mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai préféré grind les kills en fait. Тренируйся усерднее. Oh, attendez, on retente. Un autre. Un autre. We need help. Only one here. I don't know Fate. I pick off you, bro. Остался один враг. Nice, good job. Я помогу. Ah là là, dommage, dommage. Ah, ça va, hein, 9-10 en vrai. I can buy. Yeah. Ben can buy for you, so we have the same eco. Ah, est-ce que ça va? Yeah, nice.
Dommage. J'aurais juste dû courir. En plus, j'aurais juste dû courir. J'aurais juste dû courir. Et en plus, j'avais un raid, mais je me suis dit, j'aurais pas le temps. Vous voyez, le temps qu'elle meurt, j'aurais grave pas le temps, genre. Поиграть захотелось? Поиграем. Барьер установлен. Je sais pas trop où il est. Je suis toute seule sur B, donc... C'est dur. Bah, n'hésitez pas à me dire des infos parce que je sais que vous êtes 4 en A, mais moi je suis tout seul en B, donc n'hésitez pas à communiquer la team. Communication, please, I need you. Hold on, eh? Spike. We have Спайк spike. на А. Be careful, chamber have ult. Don't peek, have no more smoke, please. Остался один враг. Play totem, play totem. C'est pas un totem ça. C'est pas un totem ça! One top? Yeah! Operator! Smooth operator! Простите. Smooth operator! Smooth operator! Smooth operator! Il y a vraiment plein de gens qui ont réagi à ma story en mode mais comment ça tu fais cuire des sushis genre? Oui, oui, je fais cuire des sushis, oui, je fais cuire des sushis, oui. Стена готова. On a envoyé du feu, de la flamme, enfin, non, je veux dire de la glace, du feu. Je sais plus parler. Je sais plus parler. Effectivement, je. I think they cut noise or something on long. Yeah, it's B, it's B, it's B. On B.